Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est un petit peu particulière, cette vidéo où je raconte un peu ma vie, ça va s'appeler Tag Vie ma vie de maman. Et en fait c'est une vidéo qui fait suite à une demande d'une abonnée qui m'a, enfin une suggestion en tout cas, qui m'a dit que ce serait sympa de faire une vidéo comme ça. Donc j'ai regardé un petit peu parce qu'en fait c'est une vidéo qui a été tournée par Christelle de la chaîne Planète Maman. Et en fait elle a déterminé une liste de questions que j'ai regardées et qui m'ont paru intéressantes. Et d'autres youtubeuses ont repris ces questions en y répondant chacune à leur façon. Donc moi j'ai pas trop regardé ce qu'avaient dit les autres, je dois l'avouer, mais j'ai regardé la liste des questions juste et j'ai trouvé que ça pouvait être peut-être intéressant pour vous. Donc c'est parti, je vais pas mettre 3 heures parce que j'aime pas les vidéos trop longues, mais je vais essayer quand même de répondre à tout ça. Il y a 12 questions. Première question, présente-toi en quelques mots, combien as-tu d'enfants, quel âge ont-ils? Donc moi je m'appelle Maric, j'ai 32 ans et j'ai 2 enfants, l'un qui a Enzo qui a 3 ans et demi et l'autre Jonas qui a 9 mois là depuis quelques jours. Voilà, question 2. Avant de connaître officiellement le sexe de ton enfant, le connaissais-tu déjà au plus profond de toi? Alors pour Enzo, dès le début, je me suis dit c'est un garçon, il va s'appeler Enzo, je le sens. J'ai acheté un petit livre pour bébé très orienté garçon en me disant si je me trompe, tant pis, mais c'était très tôt. Hein. Et en fait à chaque fois j'ai su le sexe à chaque fois à ma deuxième échographie. Donc quand on m'a dit c'est un garçon, très bien, avec mon chéri de toute façon on s'était dit que c'était un garçon, donc enfin voilà, tout a très bien roulé, il est arrivé, on l'a bien appelé Enzo comme on avait prévu, après beaucoup d'hésitation parce que c'est un prénom qui est quand même très répandu, on aurait aimé trouver autre chose, mais voilà, c'était une évidence pour nous que c'était Enzo depuis le début et jusqu'à la fin, donc voilà. Et pour Jonas, je me suis dit pareil, j'ai eu une évidence comme ça, je me suis donné un sexe en tête et je me suis dit, j'avais un prénom, enfin voilà, j'ai commencé à me projeter. Et arrivé la deuxième échographie, en fait on m'a annoncé que c'était un garçon. Or moi je m'étais projetée sur une fille, donc ça m'a fait très bizarre parce que du coup je me suis rendu compte à quel point peut-être une envie d'équilibrer un peu, je pense, j'avais eu un garçon donc j'avais envie d'avoir une fille et surtout j'avais beaucoup de mal à projeter un autre garçon. En fait pour moi mon fils c'était Enzo et je voyais mal comment je pouvais avoir un autre fils en fait. J'ai pas réussi à le projeter pendant ma grossesse, donc c'était très important pour moi de savoir que c'était un garçon pour quand même savoir un petit peu vers quel lien je m'orientais, mais ce lien là il s'est créé plus à la naissance de Jonas que pendant ma grossesse vraiment, parce que c'est à sa naissance que j'ai compris qui il était et que je me suis attachée à lui pour ce qu'il était en fait, et pas pour ce que j'aurais pu imaginer. J'arrivais pas à imaginer autre chose que mon premier enfant en fait. Quand j'avais Enzo devant moi, je voyais que lui et je voyais pas comment je pourrais avoir un autre petit garçon, et c'est en voyant Jonas que j'ai compris que voilà, je pouvais avoir un autre enfant de sexe masculin mais qui soit complètement une autre histoire. Et du coup voilà, l'idée d'avoir une fille, je me dis si jamais j'ai un troisième enfant, je pense que ça reviendra sur le tapis, je me dirais sans doute ça serait sympa d'avoir une fille, mais à la fois je me dis c'est peut-être pas plus mal parce que je pense que j'aurais été exigeante plus vis-à-de d'une fille que je ne suis avec les garçons, parce que je me projetterais moi-même encore plus dans les attentes que j'aurais envers mes enfants. Et du coup, bon voilà, là il y a moins de transfert avec les garçons, je pense que je suis moins dans l'attente de quelque chose que je n'aurais été avec une fille, donc c'est peut-être pas plus mal comme ça. Voilà. Troisième question, est-ce que je suis maman au foyer ou maman au travail? Si vous me suivez, vous savez que je suis en congé parental, mais j'ai quand même un travail et je vais y retourner un jour. Alors c'est vrai que, bon, pour Enzo, je suis restée à la maison à peu près 4 mois, entre le congé mater, le congé parental et mes congés annuels que j'avais posés un petit peu. Du coup, c'est vrai que je suis restée que 4 mois, alors que là, je reste beaucoup plus longtemps, puisque je vais rester à la maison à peu près 14-15 mois, voire un peu plus. Ça va dépendre de ce que je vais mettre justement comme congé annuel à la suite. Donc c'est vrai que c'est pas la même histoire. J'ai à la fois 2 enfants et je trouve ça bien aussi de pouvoir être disponible pour le plus grand. Donc c'est pas que pour le plus petit, c'est pour la globalité, c'est pour moi parce que j'ai envie de me centrer sur ça, j'ai pas envie de me disperser dans trop de choses. C'est pour mon bébé qui a encore beaucoup besoin de moi je trouve, c'est pour mon grand qui avec l'école je trouve a été beaucoup bousculé avec l'arrivée de son frère etc, et pour lequel j'ai envie d'être présent. Donc là pour l'instant maman au foyer, mais un jour maman reprendra le chemin du travail.
4. As-tu un objet ou quelque chose de symbolique faisant référence à ton enfant qui ne te quitte jamais? Non. Pour Enzo, quand j'ai repris le travail, j'avais rien. Et puis au bout d'un certain temps, comme il me restait des faire-part, j'ai mis un faire-part quand même dans mon vestiaire, puisque je dois changer de tenue moi à mon travail, donc j'ai mis un faire-part. Et c'est vrai qu'après j'étais contente de voir sa photo, je trouvais ça mignon et je comprenais mieux pourquoi les gens mettaient des photos de leurs enfants partout. C'est vrai que c'est sympa, voilà, quand on ouvre son vestiaire et qu'on voit la photo de son bébé. Après non, j'ai jamais eu d'objet un peu fétiche ou quoi, je suis pas très branchée ça, enfin j'y avais même pas pensé. Et puis bah, là pour Jonas ce serait un peu bizarre puisque de toute façon je suis tout le temps avec lui, donc j'ai pas besoin d'objets. Faudra voir, hein, il y aura peut-être un jour où j'aurai un truc, mais en tout cas bon voilà, l'occasion s'est pas présentée, moi j'en avais pas spécialement besoin. Voilà, je suis même pas forcément adepte des photos, enfin voilà, chez nous il n'y a pas forcément beaucoup de photos de famille. Et puis sur mon téléphone, depuis peu, c'est vrai que j'ai des photos, mais avant, j'en prenais pas forcément beaucoup. J'avais des téléphones un peu nazes, qui prenaient pas forcément des super photos. Du coup, j'avais pas non plus forcément de photos dans mon téléphone. Voilà. Ça, c'est un peu... je pense que c'est hyper personnel, en fonction de qui on est. Je pense que c'est pas... Enfin, je sais pas, dites-moi hein, si je me trompe, mais... Est-ce que vraiment le fait d'être maman change quelque chose, ou est-ce que déjà à la base on est un peu fétichiste? Je sais pas. En tout cas moi je ne le suis pas. 5. As-tu déjà vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus? Oui, tout le temps. En fait c'est vrai que moi je suis assez... j'aime bien, comment dire, un peu contrôler ce qui se passe pour mes enfants. Et que ça se passe à ma façon, enfin voilà, je suis leur maman et j'ai mes convictions et bon, j'accepte bien sûr qu'ils aillent vivre des choses à l'extérieur qui soient différentes, mais je sais pas, par exemple s'ils sont malades ou s'ils sont pas bien ou quoi, là il y a, enfin je veux dire, ouais, j'ai mon instinct de maman qui... Donc le dernier truc, je vais vous dire, le dernier truc que j'ai fait... je suis montée à Paris avec les enfants et Jonas était pas bien. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris les deux et j'ai fermé la valise à la va-vite et je suis redescendue chez moi pour soigner Jonas qui était pas bien, parce que je préférais être chez moi pour le soigner. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis montée dans un train sans billet avec les enfants, parce que voilà, je savais que c'était ça que je devais faire. Je savais que je devais rentrer chez moi, avoir l'aide de mon conjoint parce qu'il n'était pas à Paris avec nous, avoir notre docteur habituel, avoir notre maison avec les repères de Jonas, notre confort, etc. Donc je savais que c'était ce qu'il fallait faire. Et ça c'était, je veux dire, c'était pas un truc où je réfléchissais trop quoi, c'était vraiment pulsionnel. Et d'ailleurs de l'extérieur, on me l'a fait la remarque, de l'extérieur, quand on fait des décisions, on prend des décisions comme ça pulsionnelles en tant que maman, ça peut paraître un petit peu fou en fait. Enfin on m'a dit mais t'es dingue. Non, je suis pas dingue, mais juste je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse et j'en ai rien à faire en fait de monter dans un train sans billet. Au pire, j'aurai un contrôleur qui me dira non, c'est pas bien. Mais voilà, je pense qu'en tant que maman, on fait passer le bien-être de nos enfants avant toute chose. Et ça, par contre, c'est vraiment un truc qu'on peut ressentir que en tant que maman, je pense. Bon, voilà, moi c'est ma dernière petite histoire, mais je dirais que c'est assez... C'est souvent en fait, c'est un peu... voilà, c'est régulier quoi, qu'il y a un truc un peu pulsionnel comme ça, une décision un peu instinctive. Voilà. 6. Fais-tu partie de ces mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Pour Enzo, oui, je l'ai gardé. Donc effectivement, je sais pas... je disais n'être pas fétichiste, mais alors avec ce truc, là, effectivement, je l'étais quand même un petit peu parce que je l'ai gardé. Il était posé pendant ma grossesse. Je sais pas, il y avait des moments où je sentais pas trop bébé, où je me faisais un petit coup de flip, je regardais le test et je me disais mais si, mais t'es enceinte, enfin... Voilà, je sais pas, je trouvais ça hyper rassurant et même après la naissance, je l'ai pas jeté tout de suite. Je saurais pas dire quand je l'ai jeté, mais je dirais bien que je l'ai jeté après être enceinte de Jonas, parce que pour le coup ça me l'a pas refait de devoir garder le test. Et je dirais bien qu'à ce moment-là, je me suis dit bon allez c'est dégueu quand même, jette-le. Mais ouais, je l'ai gardé dans ma table de chevet très longtemps, hein, puisque du coup je l'ai gardé je pense à peu près 3 ans. Voilà. 7. As-tu du mal à te séparer des affaires de ton enfant?
Bah, c'est une question difficile parce qu'en fait j'ai pas eu trop l'occasion. En fait la plupart des affaires d'Enzo resservent à Jonas, donc pour l'instant on ne s'est pas débarrassé de tant de choses que ça. Mais je crois pas parce que là j'envisage de vendre des choses et ça m'émeut pas plus que ça. Les habits non plus, mais à la fois il y avait beaucoup de choses qui étaient d'occasion. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme affaire vraiment qui me... Je sais pas. Je pense que si vraiment je fais un genre de vide-grenier et que je vends tous les habits, peut-être les vêtements, les tout premiers vêtements qu'ils ont portés. Peut-être que ça je les vendrai pas. Je sais pas. C'est une bonne question. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Je crois que ça serait vraiment très très dépendant des affaires en fonction de la symbolique qu'elles ont ou pas. C'est vrai que bah voilà, pour l'instant là, dans l'immédiat, à part les premiers habits, il n'y a pas tellement d'affaires sur lesquelles je porte beaucoup de symbolique. Donc non, pour l'instant ça va. 8. Un achat qui te trotte dans la tête depuis quelques temps mais que tu n'as pas encore fait. Ouh là là, ça c'est une drôle de question. En fait moi je fais attention à mes sous, mais j'ai toujours envie d'acheter plein de choses. Donc même souvent je vais sur des sites où des trucs m'intéressent et je me dis allez je mets dans le panier, ça n'engage à rien. Donc je mets dans le panier et puis après au moment d'acheter je coupe tout, je ferme tout et finalement j'achète pas. Parce que le problème c'est que financièrement on est un peu juste, voilà, donc on peut pas s'autoriser tout. Donc non, j'ai pas un truc en ce moment dans le panier où je me dis vraiment il faut que je l'achète. Non, je vois pas. Il y a plein de choses en fait, il y a plein de petites choses, donc je vais pas vous énumérer 45 trucs quoi. Il y a plein de choses. En fait moi dès que je vois des machins, voilà, soit sur des copines, soit on va à la ludothèque, on trouve un truc bien, enfin... Il y a plein de choses où je me dis tiens ça serait sympa de les avoir à la maison, mais non j'achète pas tout forcément parce que bah voilà, déjà on n'aurait pas la place et puis on n'aurait pas l'argent. Donc j'ai pas un truc en particulier, non. Je pense que si vraiment il y avait un truc, juste un, je l'achèterais. Voilà. 9. On dit souvent que pour un premier enfant on a du mal à acheter de l'occasion. Penses-tu réagir différemment pour ton prochain enfant? Donc ça c'est pour les mamans qui n'en ont qu'un. Donc effectivement pour mon premier au début j'ai pas acheté de l'occasion tout de suite, c'est venu dans un deuxième temps. Et pour Jonas, ben ouais du coup c'est venu dès le début parce que je me suis rendu compte qu'avec les enfants on peut vite acheter de l'occasion. Enfin c'est pas les mêmes occasions que pour les adultes, c'est pas de l'occasion usée en fait. Les enfants utilisent la plupart des choses tellement de manière éphémère que c'est pas grave en fait d'acheter de l'occasion parce que souvent c'est quasi neuf. Donc voilà, c'est vrai que pour Jonas je me suis dit que j'avais été ridicule en fait. Pour Enzo je me suis dit vraiment t'as payé des trucs une fortune alors que ça valait pas le coup. En plus pour Jonas j'ai mieux ciblé mes achats par rapport à mes besoins et du coup voilà, je me suis encore plus rendu compte à quel point j'avais dépensé de l'argent bêtement, inutilement à l'époque pour Enzo. Mais voilà, c'est aussi par l'expérience qu'on apprend. Donc je pense que chaque maman passe par des phases comme ça. Et puis il y a aussi des fois où j'aime acheter du neuf. Juste parce que c'est des choses par exemple que j'ai pas trouvé d'occasion. Et du coup j'ai vraiment envie de les avoir. Donc je les achète neufs. Voilà, ça m'arrive aussi régulièrement. Ou alors on fait les soldes tout simplement. Voilà, pour avoir des trucs un peu de marque qu'on aime bien. Et voilà, mon chéri est adepte aussi, hein, donc lui il traque un peu les prix, les occasions. Donc on est deux à traquer et du coup on fait pas mal d'achats. Enfin pas mal d'achats qui nous donnent l'impression de faire des affaires. À voir si on fait vraiment des affaires au final, je sais pas. 10. Un fait marquant depuis la naissance de ton enfant à nous raconter, qu'il soit heureux ou un peu moins. Bah là du coup je ne sais pas de quel enfant vous parlez, peut-être plutôt de Enzo puisqu'on parle d'un premier enfant. Bah la naissance du deuxième. Oh là là, vraiment je suis pas douée pour ça, hein. Je sais pas quoi vous dire. Pour moi, le fait le plus marquant depuis la naissance d'Enzo, c'est la naissance de Jonas, tout simplement. Après, dans la vie d'Enzo, un fait marquant, je vois plein de choses. Je dirais l'acquisition de sa marche, parce qu'il a marché très très tôt. Et oui, du coup, c'était un moment très très bizarre à vivre, parce qu'il avait que 9 mois.
Et c'était très très bizarre. Oh là, mon PC s'éteint. Du coup, j'ai plus accès aux questions. Rallume-toi. Ah mince, je vous... Oh là 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 là. Bon, bah, le temps que je vous raconte la marche, j'espère que ça se sera rallumé. Qu'est-ce qu'il fait? C'est très bizarre. Mon PC va mal en ce moment. Bon, du coup, c'est vrai qu'Enzo, quand il a marché, c'était très rapide. Et ça nous a fait très bizarre parce qu'en fait, on savait même pas que c'était possible qu'un enfant marche si tôt. Et aussi vite qu'il a marché, il a fait des choses... genre s'accroupir, ramasser un livre et continuer à lire son livre en marchant. Enfin, voilà, je pense que ça c'est vraiment une image que je garde en tête parce que c'était très bizarre de voir un si petit bébé faire autant de choses. Donc voilà, pour moi c'était un fait marquant. Pour Jonas, ben, je dirais que c'est en ce moment... justement, c'est lors de mon séjour à Paris, quand Jonas n'était pas bien, je pense que ça a été la pire nuit de ma vie cette nuit-là. C'était horrible. En fait, c'est une dent qui a percé tout simplement. Mais à ce moment-là, je le savais pas. Je voyais juste qu'il était très mal, mais je savais pas que c'était une dent. Il était fiévreux, il était mal et il hurlait, c'était horrible. Comme on était à Paris, on était dans un appartement avec un parquet tout pourri qui grince beaucoup. Or, mes enfants sont très sensibles au bruit. Et du coup... en marchant, je le réveillais et pour l'endormir, je devais marcher. Donc vous imaginez un petit peu le casse-tête que c'était. Et moi de le voir comme ça, je pense que c'est un truc que je n'oublierai jamais, de le voir comme ça. Voilà. C'est vrai que c'est le fait marquant qui me vient là quand on parle de Jonas. Parce que sinon, il a une vie plutôt pépère. Enfin, plutôt pépère, avec tous les soucis qu'il peut avoir. Mais non, j'ai pas un fait en particulier... Qui me vient autre. 11, les questions sont revenues. Ça y est, j'ai eu le temps de rallumer mon PC et tout. Ça s'est pas éteint tant que ça, mais je sais pas ce qu'il fait. 11, as-tu déjà craqué nerveusement depuis que tu es maman? Ben oui, bien sûr. Et enfin, honnêtement, je pense que j'ai craqué plusieurs fois. Je pense que c'est impossible de pas craquer. En fait, je pense que on peut pas forcément s'en rendre compte tant qu'on n'est pas maman, mais quand on est maman, on est forcément à un moment bousculé par son enfant sur un terrain ou sur un autre. Et du coup, ouais, j'ai craqué nerveusement, j'ai pleuré, j'ai crié, voilà, j'ai tout envoyé balader, j'ai claqué la porte et j'ai dit à Fabrice, je sors, je vais faire un tour. Et là, je suis descendue et je me suis sentie con parce qu'en fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire dehors? Mais j'ai juste fait un tour et je suis revenue. Voilà, mais oui, j'ai déjà craqué nerveusement parce que c'est très éprouvant de s'occuper aussi. Ça dépend des enfants, mais... les nôtres sont assez voilà, demandeurs de plein de choses. C'est pas des enfants qu'on met dans un coin et qui jouent seuls ou qu'on met dans un coin et qui dorment super longtemps. Voilà, c'est pas des enfants comme ça. Donc du coup c'est très éprouvant de s'occuper d'eux. On aimerait passer le relais, mais c'est pas évident quand ils sont petits. Ça se fait en grandissant au fur et à mesure, mais quand ils sont petits c'est pas évident parce qu'ils veulent que nous. Donc là maintenant j'inclus bien mon conjoint, je dis bien nous parce qu'à un moment c'était que moi, mais là ça y est, Jonas il a bien identifié qui est son papa. Et papa a pris aussi bien de l'importance dans son cœur, donc c'est chouette, parce que comme ça il y a vraiment une personne à qui je peux le confier, avec lequel... En fait c'est facile de confier son enfant quand son enfant est bien avec la personne à qui on le confie. Mais si on confie son enfant à quelqu'un et qu'on voit que son enfant n'est pas bien, c'est pas vraiment du relais, parce qu'on n'est pas bien nous non plus de savoir que notre enfant n'est pas bien. Voilà, donc oui, j'ai déjà craqué nerveusement puisque mes enfants sont très prenants et qu'il y a des moments où j'arrive à saturation, mais... Vraiment, j'ai peine à croire qu'une maman un petit peu investie de son rôle de maman ne craque jamais. Ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux que ça n'arrive jamais. Je pense que bien sûr ça arrive plus ou moins en fonction des forces mentales de chacun bien sûr. Et puis des enfants qu'on a, du nombre d'enfants qu'on a, des exigences qu'on a nous, etc. Mais... Bon, moi je suis pas hyper costaud quoi, hein. Quand quelque chose tourne pas rond, je me mets facilement à être triste ou quoi, voilà. Donc moi j'ai craqué nerveusement pour tout vous dire. La première fois que j'ai craqué, Enzo avait 2 jours, je venais de faire ma 3e nuit et j'étais en train de me dire mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, parce que c'était l'horreur, au début c'était l'horreur.
au niveau sommeil. J'étais dans un état de fatigue atroce et du coup je me disais comment on peut vivre sans jamais dormir, et c'était vraiment atroce, hein, vraiment. J'avais sur mes dernières nuits avant l'accouchement, j'avais très peu dormi. La première nuit avec Enzo, j'ai dû dormir 1 heure, et la deuxième nuit, 3/4 d'heure, enfin c'est quelque chose de cet ordre-là. Et donc la troisième nuit, voilà, c'est ça, c'est le 3e jour. C'est après les 2 premières nuits que j'ai craqué. Donc après avoir si peu dormi, je me suis demandé comment j'allais faire pour encore me lever, encore bercer mon enfant, encore le rassurer quand il allait me hurler dans les oreilles. Et à ce moment-là, je me suis mise à pleurer. Et je pense que voilà, c'était mon premier craquage nerveux. Puis après, c'est passé. 12. Voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir? Est-ce que ton avis a changé depuis? Alors, avant d'avoir des enfants, je voulais une famille nombreuse. Je m'étais dit 4, c'est pas mal. Après avoir eu le premier, je me suis dit, oula, j'aurais jamais le courage d'en avoir un deuxième. Et puis à partir du moment où ça a commencé à être un petit peu mieux avec Enzo, plus facile sur certains points, voilà, où j'ai senti que tous les efforts qu'on avait fait avaient porté leurs fruits, je me suis dit quand même un deuxième, c'est impératif. Je ne peux pas avoir un enfant unique, il faut au moins en avoir 2. Et quitte à avoir un deuxième, je préfère l'avoir rapidement, enfin pas trop longtemps après, pour que voilà, qu'ils soient un peu dans la même dynamique, mes enfants, et qu'ils aient pas trop d'écart d'âge. Je trouvais l'idée sympa. Après, à voir, est-ce que dans la pratique, je vais me dire que finalement ça aurait été mieux autrement, je sais pas. En tout cas, là à l'heure actuelle, je me dis que 2 déjà c'est beaucoup de travail, et que du coup on verra pour la suite, on va vraiment voir au fur et à mesure. Mais en tout cas, je tiens avant tout à ce que mes enfants soient heureux, et donc je ne ferai un 3e que si j'ai l'impression d'avoir mes 2 premiers qui sont bien, et de pas trop mettre en péril les choses en lançant un 3e enfant. Dans l'idéal, vraiment, pour être honnête, j'aimerais bien, mais je m'interroge quant à ma capacité à supporter encore des nuits hachées, encore des balades en écharpe qui n'en finissent pas. Voilà, c'est un rythme un petit peu particulier, donc je m'interroge quant à ma capacité à le supporter, à la capacité de Fabrice aussi à le supporter, parce que lui aussi est éprouvé par tout ça. Et puis j'ai surtout pas envie, si jamais on arrive à un moment à trouver quelque chose qui me paraît super agréable pour tous, je me poserai vraiment la question de remettre tout en déséquilibre, parce que forcément l'arrivée d'un nouvel enfant, ça déséquilibre les choses. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé tout ça. Je sais pas trop si c'est le cas, mais enfin dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et puis pour la suite, on reprendra plutôt des vidéos un petit peu plus classiques. Et je pense que dans la prochaine, enfin j'ai plusieurs projets en tête, mais je pense que la prochaine, ça sera consacré à vous parler allaitement, puisque ça fait quand même 9 mois que j'allaite. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous que je vous fasse un petit point sur pas mal de choses sur l'allaitement, pour vous dire où j'en suis, ce que ces 9 mois m'ont appris, etc. Voilà, je pense que ça sera celle-là la prochaine. Donc je vous dis à très vite.